Dans cette vidéo, nous allons faire une pause importante avant de refaire notre réseau de neurones avec PyTorch. Jusqu'ici, nous avons beaucoup travaillé avec NumPy. Nous avons représenté nos emails avec des tableaux de nombres, par exemple 1, 1, 0, 0. Cela représentait un email dans lequel certains mots-clés étaient présents et d'autres absents. Avec PyTorch, nous allons retrouver la même logique, mais avec un autre type d'objet, le tensor. Pourquoi apprendre les tenseurs? Parce que PyTorch ne travaille pas directement avec des listes Python ou avec des tableaux NumPy classiques dans ses modèles. PyTorch travaille principalement avec des tenseurs. Nous allons donc apprendre à créer des tenseurs, à lire leurs formes, à accéder à leurs valeurs, à les transformer et à comprendre des opérations importantes comme reshape, squeeze et unsqueeze. L'objectif est de préparer le cours suivant quand nous verrons forward, loss, backward, step. Nous saurons que les données, les prédictions, les labels et les poids sont tous manipulés sous forme de tenseurs. À la fin de cette vidéo, PyTorch paraîtra beaucoup moins mystérieux. Pourquoi PyTorch utilise des tenseurs? Commençons d'abord par une définition simple. Un tenseur, c'est un tableau de nombres utilisé par PyTorch. Il peut ressembler à un tableau NumPy, mais il est conçu pour le deep learning. Un tenseur est proche d'un tableau NumPy. Avec NumPy, on utilise des tableaux appelés ND-Array. Avec PyTorch, on utilise des tenseurs. Dans les deux cas, on manipule des nombres. La différence importante, c'est que PyTorch utilise les tenseurs pour construire et entraîner des réseaux de neurones. Un modèle PyTorch attend généralement des tenseurs en entrée. Les tenseurs permettent de faire des calculs rapides, notamment quand on manipule beaucoup de données. Ils peuvent également être envoyés sur GPU. Un GPU est une carte graphique utilisée pour accélérer les calculs. C'est très important en deep learning car les modèles peuvent avoir énormément de paramètres. Les tenseurs permettent également le calcul automatique des gradients. Un gradient indique comment modifier les poids pour réduire l'erreur du modèle. Dans les cours précédents, nous avons approximé le gradient avec epsilon avec PyTorch. Une grande partie de ce travail sera automatique. Les tenseurs sont donc au cœur de l'entraînement des réseaux de neurones. Voyons un code que l'on va aller exécuter pour déjà commencer à pratiquer NumPy et les tenseurs. On commence bien sûr par importer la librairie NumPy et la librairie PyTorch. Ici, on crée un tableau NumPy. Voilà comment on a procédé. XNumPy égale NP-array et on lui passe ici les valeurs. Pour créer un tableau PyTorch, on écrit un tenseur, on écrit xTensor est égal à torch.tensor, on lui passe le tableau et ici on a précisé le type, comme on le faisait d'ailleurs pour NP-array. Les valeurs sont les mêmes, mais dans le deuxième cas, les données sont au format PyTorch. Donc on va ensuite aller exécuter ce code pour aller voir comment il se comporte. Ce qu'il faut retenir, c'est que NumPy sert au calcul numérique en général, tandis que PyTorch utilise les tenseurs pour le deep learning, les gradients et l'entraînement des modèles. On passe sur Google Colab. Alors sur Google Colab, on peut activer ici dans exécution, modifier le type d'exécution. On peut activer l'utilisation d'une GPU. On aura le droit à un certain nombre de temps. Ici, donc, je vais copier-coller le code que l'on a vu tout à l'heure et on va l'exécuter. Ce code importe NumPy, il importe Torch et là, on a converti le même tableau en un tableau NumPy et en un tableau de type tensor. Voilà l'affichage d'un tableau NumPy et voilà l'affichage d'un tensor. On retourne sur notre cours. Voyons maintenant comment créer des tensors. Ici, on a un code avec lequel on a utilisé différentes méthodes pour créer
des tenseurs, on a d'abord la méthode torch.tensor, que l'on voit ici, qui permet de créer un tenseur à partir de valeurs que l'on donne nous-mêmes. Par exemple, ici, on a torch.tensor 1, 2, 3, des types torch.float32. Ici, on crée un tensor contenant 3 valeurs. Le paramètre des types permet de préciser le type des nombres. Torch.float32 signifie que l'on utilise des nombres décimaux au format 32 bits. C'est un format très courant en deep learning. On a ensuite une autre méthode qui est torch.0, qui permet de créer un tenseur rempli de 0. Par exemple, torch.02,3 crée un tableau avec 2 lignes et 3 colonnes remplies de 0. Cela peut servir pour initialiser des valeurs. On a ensuite, ici, torch.1. Torch.1 fonctionne de la même manière, mais avec des 1. Ensuite, on a également torch.arrange. Ici, torch.arrange permet de créer une suite de nombres, par exemple de 0 jusqu'à 9. C'est très utile pour tester ou construire des exemples simples. On a ensuite torch.landen. Torch.landen crée des valeurs aléatoires. Dans les réseaux de neurones, les poids sont souvent initialisés avec des petites valeurs aléatoires. C'est donc une fonction que l'on rencontre souvent. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que des types, comme on le voit ici, en deep learning, on utilise très souvent donc torch.float32, comme on l'a expliqué. Si les types ne sont pas bons, PyTorch peut parfois produire des erreurs. Donc quand on crée un tensor pour un modèle, il faut souvent écrire des types est égal à torch.float32. On va passer sur Google Colab pour tester ce code. Nous sommes dans Google Colab et ici, je vais faire un copier-coller du code que l'on a déjà explicité et ça va nous permettre de voir avec les prints que ça remplit bien les fonctions explicitées. Donc ici, on a défini A avec un tensor, donc torch.tensor 1, 2, 3, qui s'affiche ici. Donc voici le tensor à ce niveau-là. Ensuite, on a défini B égale à torch.tensor torch.0, 2, 3. Voici ici, on a cette matrice avec 2 lignes et 3 colonnes à ce niveau-là. Ensuite, on a défini C à torch1, 2, 2. On a bien à ce niveau-là une matrice de 1 avec 2 lignes et 2 colonnes. Ensuite, on a défini un torch-range 0 à 10. On a bien ici donc des chiffres qui s'étalent de 0 jusqu'à 9. On a défini ici un torch.landen 2,3. Ici, si on regarde, on a bien notre tensor qui produit des nombres aléatoires sur 2 lignes, 2 lignes et 3 colonnes, puisque c'est précisément les paramètres que l'on a fait passer ici. Voici pour ce bout de code qui nous permet de mieux prendre en main les tenseurs. On retourne sur notre cours. Une notion essentielle avec les tenseurs est la forme que l'on appelle shape. La shape indique comment les données sont organisées. Voici le code que nous allons tester. Regardons d'abord ici x égale torch.tensor 1, 1, 0, 0 et le type que l'on précise ici. Ici, on a notre x qui représente un seul email avec 4 valeurs. Ces 4 valeurs peuvent représenter gagné, gratuit, bonjour, rapport. Si on affiche xShape, x.shape, eh bien, on va obtenir 4, comme on va le voir ultérieurement. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a un vecteur de 4 valeurs. Si maintenant, on considère cette matrice x égale torch.tensor avec ses 3
vecteurs. Chaque ligne est un email, comme on le voit ici. Et chaque colonne, ici, représente une caractéristique. Ça, c'est la colonne pour le mot gratuit, ça, c'est la colonne pour le mot gagné, etc. Donc, c'est-à-dire un mot-clé observé. Si j'affiche xshep, alors je vais obtenir 3, 4. Ça signifie 3 emails et 4 caractéristiques par email. Ensuite, une chose très importante, c'est que la dimension 0 correspond toujours au nombre d'exemples. Ici, c'est le 3, tandis que la dimension 1, la deuxième dimension, la 1, correspond au nombre de caractéristiques, ici 4. Et il y a quelque chose de très important à retenir. Quand PyTorch renvoie une erreur de dimension, il faut presque toujours regarder shep. La méthode print x.shep devient donc un réflexe très important. On va aller sur Google Colab pour tester ce code. Comme avec NumPy, on peut accéder à des parties d'un tensor. C'est ce qu'on appelle l'indexation. Voici le code que nous allons tester. Alors, on va l'expliquer. Ici, on va avoir x0 qui va récupérer la première ligne, toute la ligne qu'il y a ici. Attention, au Python, on commence à compter à partir de 0. Donc, x0 signifie première ligne. Avec x1, ici, on récupérerait la deuxième ligne. Donc, le deuxième email. Maintenant, pour récupérer la première colonne, c'est-à-dire toute cette colonne-là. Là, on écrit print de x, 2 points, virgule 0. Les 2 points signifient qu'on veut récupérer toutes les lignes, mais uniquement la première colonne. Donc, c'est ce que ça signifie. X 2.0 récupère toute la première colonne. C'est important de bien comprendre la notation. Si on veut récupérer une valeur précise, par exemple x2,3. Alors, à partir de là, on va récupérer une valeur précise qui va être située à la ligne 2 et à la colonne 3. Donc, on commence à compter à 0. Donc, si je commence à compter à 0, 0, 1, 2, voici ici la deuxième ligne, donc c'est la troisième par rapport au fait que l'on commence à 0. Et si je considère également la colonne, puisqu'il faut commencer à compter à partir de 0, 0, 1, 2, 3. Donc, il s'agit de la quatrième colonne. L'indexation est utile pour extraire un exemple, pour vérifier une donnée ou pour préparer un batch. Un batch, c'est un groupe d'exemples traités en même temps par le modèle. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'indexation PyTorch ressemble beaucoup à NumPy et on passe sur Google. Donc ici, nous allons créer une cellule, on colle le code, j'exécute. Donc ici, si j'imprime print de x0, on voit que ça imprime la première ligne, c'est-à-dire la ligne d'indice 0. Si j'imprime print de x1, on voit que ça imprime tensor 001, donc c'est bien évidemment la ligne qui est ici. Si maintenant je veux imprimer donc print x 2.0, là ça va imprimer la première colonne. C'est ce que je vois ici, à ce niveau-là. Ça imprime la première colonne, le 1, le 0 et le 1, le 1, le 0 et le 1. Ça récupère les 2 points, signifie qu'il faut considérer toutes les lignes. Et si je souhaite récupérer print x2, 3, donc 0, 1, 2, je suis à la deuxième ligne, 0, 1, 2, 3, je récupère le 0. Voilà pour les explications concernant les indices avec les tenseurs.
Avec PyTorch, il faut aussi faire attention au type des valeurs. Quand on affiche X des types ici, comme on le voit, eh bien PyTorch va indiquer le type des données. Par exemple, on aura soit torch.int64 ou torch.float32. Un entier, c'est un nombre qui est sans virgule, un flottant, c'est un nombre décimal. Ensuite, xfloat, comme on le voit dans notre code, transforme le tensor en flottant. C'est souvent nécessaire car les modèles de deep learning attendent généralement des valeurs décimales. On a aussi la possibilité de faire passer un tensor vers NumPy. Ça permet, cette méthode tensor.numpy, ça permet de repasser vers NumPy et donc de transformer un tensor PyTorch en tableau NumPy. Alors c'est utile si on veut utiliser une fonction qui travaille avec NumPy. A l'inverse, ici, si on veut revenir vers PyTorch, donc on a cette instruction torch.tensor, comme on le voit ici, auquel on fournit un tableau NumPy, permet de transformer un tableau NumPy en tensor PyTorch. En conclusion, il faut retenir qu'en deep learning, les données et les poids sont souvent en float32 et un grand nombre d'erreurs vient d'un mauvais type ou d'un mauvais format de données. On va passer sur Colab pour tester ce code. Nous voici sur Google Colab, on colle le code et si j'exécute. Alors ici, on a le type de ce tensor, x des types, qui est donc de type torch.int64 puisque c'est un tableau avec des entiers. Ici, je fais la conversion de du tableau précédent vers un tableau de type float, de type réel, et je vais demander à afficher le type. On l'a ici, torch.float32. Ensuite, ici, j'ai un tableau de type NumPy. Et si on demande à afficher le type de ce tableau NumPy, ici, c'est un tableau de type numpy.ndevre. Ici, je convertis le tableau NumPy en tensor. Et donc, ici, on voit que le type de ce tableau, x2, est un tableau de type tensor. Voilà pour ce code. On revient. Voyons comment changer la forme d'un tensor. On commence par x égale torch.arrange 1 à 13. Ça va permettre de créer un tensor qui va contenir les nombres de 1 jusqu'à 12 au départ. Ce tensor est un simple vecteur. Sa forme est donc 12 directement. On l'avait déjà vu, il contiendra 12 valeurs. Maintenant, on va utiliser la commande reshape qui va changer la forme du tensor précédent. Donc on a le tensor précédent, x, auquel on va appliquer la méthode reshape 3,4. Ça va transformer les 12 vecteurs en une matrice de 3 lignes et 4 colonnes. On n'a pas changé les valeurs, on a seulement changé leur organisation. On a également la possibilité de voir les données sous une forme différente. C'est-à-dire qu'ici, on a la commande view que l'on a appliquée au tensor A précédent, A view de 6. On va voir les mêmes valeurs que précédemment, mais sous forme de 2 lignes et 6 colonnes. View ressemble beaucoup à reshape. Dans beaucoup de cas simples, les deux donnent le même résultat. Alors pourquoi c'est important? Parce que les modèles PyTorch attendent souvent les données sous une forme précise. Donc on ne change pas le contenu, on change l'organisation.
Et donc, c'est très utile pour adapter les données à l'entrée attendue par un modèle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que transformer 12 valeurs en matrice 3, 4 ou en matrice 2, 6, pour ça, on utilise Reshape ou View. On va aller tester ce code pour pouvoir visualiser justement de manière pratique ce qu'on vient d'expliquer. On est sur notre Google Colab et on va copier-coller le code précédent. On va exécuter. C'est pas du tout là où il faut cliquer pour exécuter. Je supprime la cellule que je viens de créer. Voilà, là j'exécute. Alors ici, comme on peut le voir, hein, avec x égale torch.range 1 à 13, lorsque j'imprime le tensor x qui a été créé, on a bien créé un tensor avec des valeurs qui s'échelonnent entre 1 et 12. Ensuite, quand j'affiche le print.x.shape pour avoir la shape, j'obtiens 12, torche.size 12, puisqu'il y a 12 valeurs. Ici, j'ai appliqué la méthode x.reshape34, et quand je vais imprimer la valeur A obtenue, eh bien, j'obtiens un tensor avec 3 lignes et 4 colonnes. Lorsque j'affiche print a.shape, donc j'applique la propriété, la méthode shape, j'obtiens torche.size 3,4, c'est-à-dire j'ai bien maintenant un tensor avec 3 lignes et 4 colonnes. Quand je vais utiliser la méthode view, ici, donc b égale a.view de 6, quand j'imprime b et j'imprime la shape, voici le tensor b avec 2 lignes et 6 colonnes, et voici la shape du tensor b, donc 2 lignes et 6 colonnes. Voilà pour comprendre le principe de ces méthodes qui sont vraiment très importantes à comprendre ici pour quand on fait du deep learning avec Torch. Alors, pour expliquer la notion suivante qui est skis et unskees, je vais me placer directement sur le notebook. Ici, la première chose, je vais exécuter ce premier code dans lequel j'importe Torch. Je crée un tensor avec matrice 3 lignes, 3 colonnes. J'affiche X. X va me donner ce tensor avec 3 lignes, 3 colonnes. Et on a ici sa shape, c'est 3, 3. Maintenant, ce qu'on va faire, on va appliquer unskis de 0 à x. Alors, je vais supprimer ici pour pas que ça pollue. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, on va appliquer la méthode unskis de 0 à x, c'est-à-dire au tensor x. On va afficher x2 pour voir la forme qu'il a, et on va afficher sa shape. J'exécute, et là, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai la shape, cette fois-ci, qui est passée à 1,3,3, donc il y a bien une dimension en plus qui a été rajoutée à la position 0. La position 0, elle va être ici, hein, parce que là, on avait la position 1 et la position 2, donc on va dire que la position 0, elle est devant le 3 ici, et donc j'ai rajouté 1. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon tensor qui a, en plus, comme on le voit ici, un groupe qui a été rajouté, ça, voilà, j'ai un groupe qui a été rajouté, et dans ce groupe, il y a 3 lignes et il y a 3 colonnes. Voilà ce que fait le unskis 0. Allons maintenant voir ce que fait le unskis 1. Et ça, on va voir que le unskis 1, le unskis 1 que l'on applique à x, hein, sur, si je descends un petit peu plus bas, le unskis 1, qu'est-ce qu'il fait? Je pars de ce tensor 3,3. La position 1, elle est derrière le 3. Donc, derrière le 3, j'ai ajouté une dimension. Donc, j'ai maintenant mon nouveau tensor qui, pour shape 3,1,3. Ça correspond à quoi exactement ici? Eh bien, on constate que ici, on a, là on le voit ici,
on a un premier groupe qui a été mis en place, un deuxième groupe qui a été mis en place, un troisième groupe de données qui a été mis en place, donc 3 groupes. Dans chaque groupe, il y a une ligne, c'est bien ce qui se passe ici. Voilà, j'ai une ligne dans ce groupe, j'ai une ligne dans ce groupe, et j'ai une ligne dans ce groupe. Et dans chaque ligne, il y a 3 valeurs. J'ai bien 3 valeurs dans chacune de ces lignes. Donc voilà ça, ce que ça fait. On va encore appliquer une dimension. Alors je vais juste supprimer ici le dernier élément qui est le skis qu'on n'applique pas tout de suite. Et là, je vais faire x4 égale x.unskis de 2 cette fois-ci, que j'applique à x, matrice x de départ, et je vais imprimer x4. Alors si j'exécute ici, voyons ce que ça donne cette fois-ci. C'est la logique, hein. Elle va faire que quand je fais un skis de 2, donc il suffit de calculer les positions, hein, la position 0, elle était devant, la position 1, elle était ici, la position 2, elle va être après. Et donc, on voit que la dimension a été rajoutée après. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie qu'il y a 3 groupes qui ont été formés, un premier groupe, un deuxième groupe, un troisième groupe. Et que dans chacun de ces groupes, il y a 3 lignes. Voici une ligne, 2 lignes, 3 lignes, une ligne, 2 lignes, 3 lignes. Et dans chaque ligne, il n'y a qu'une valeur, une valeur. Voilà ce que fait le skis. Alors le skis est très important, on va le voir dans la diapo pour certaines mises en œuvre. Et enfin, on va avoir le skis cette fois-ci. Donc le skis, je vais appliquer le skis à x4. Donc x4, c'était le dernier exemple. X4, c'était tensor pour lequel on avait 3, 3, 1 comme shape. Ici, donc je vais appliquer skis à x4 et je vais afficher ce que j'obtiens et je vais afficher la nouvelle shape. J'exécute et là, quand j'exécute, qu'est-ce que j'ai? Voici, je suis revenu au tensor de départ et voici la dimension 1, puisqu'il va enlever la dimension 1, c'est ça que fait le skis, et bien je suis revenu à 3, 3, je suis revenu à la position de départ. Je vais retourner maintenant sur le cours. Donc ça, c'est le code que l'on a saisi. Le unskis, il ajoute une dimension de taille 1. Le skis, il supprime les dimensions de taille 1. Alors c'est très utile quand un modèle attend un batch de plusieurs exemples. Parce que là, par exemple, dans notre cas, nous, on a un seul exemple, puisqu'on a dans ce tensor un tableau de dimensions avec 3 lignes et 3 colonnes. Et le fait que l'on rajoute une dimension, ça veut dire tout simplement que cet exemple être affecté, par exemple, à une personne ou à un temps en seconde particulier, etc., etc. Et on peut avoir beaucoup plus d'exemples, bien sûr, au départ. De plus, c'est très utile également quand on a un modèle qui attend une forme précise pour les calculs. On peut avoir un modèle qui ne va pas du tout travailler avec un tensor de dimension 3,3, mais qui attend un tensor de dimension 1,3,3. Donc dans ce cas-là, il va falloir appliquer un skis, ou il va falloir appliquer skis. C'est utile également quand on fait des calculs de moyenne, quand on fait des calculs d'écart type. Là, il faudra traiter des exemples concrets pour mieux comprendre cette notion qui semble peut-être un petit peu théorique ici. L'idée, c'est de comprendre déjà ce que fait le skis ou le unskis. Le unskis sert souvent à ajouter la dimension batch. On va voir un exemple concret pour comprendre exactement ce que ça fait. Mais déjà, on a compris son effet. Pourquoi unskis est-il si important? On va voir un exemple très concret avec notre email pour déjà bien le comprendre. Ici, on a créé un email seul. On peut en créer 4, mais pour expliquer facilement, j'en crée un seul. Donc, on a créé un tensor avec un email. Cet email contient 4
valeur. Sa forme est 4. Donc là, ce tensor représente un seul email. Alors le problème qui se pose, c'est quoi? Il y a beaucoup de modèles PyTorch qui ne veulent pas seulement recevoir un vecteur isolé. Ils attendent souvent une matrice de la forme nombre d'exemples, virgule, nombre de caractéristiques. Mais si on teste un seul email, le modèle attend souvent un batch, même si on teste un seul email. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit email batch égale email.unskies 0. Donc ça veut dire qu'on va transformer un exemple isolé en un batch de un exemple. Et là, la forme va devenir un 4, c'est-à-dire un exemple avec 4 caractéristiques. Donc 4 devient un 4. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand un modèle attend plusieurs exemples à la fois, même un seul exemple doit souvent être présenté comme un batch. Voyons maintenant deux fonctions pour combiner plusieurs tensors, stack et cat. Ici, on crée deux tensors, le tensor A, le tensor B. On a la possibilité avec stack, quand j'écris torche stack AB, dim 0, ici, on a la possibilité de pouvoir créer une nouvelle dimension. Le résultat va devenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire c'est comme si on a une nouvelle dimension ici. On va avoir une matrice 2, 3. Maintenant, on a la possibilité également avec torche.cat, ici, torche.cat, on lui donne A et B, dim égale 0. Donc torche.cat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va concaténer tout simplement les éléments entre eux. Ça veut dire que 4 concatène le long de la dimension qui était déjà existante. Il n'ajoute pas de dimension comme ça a été fait ici avec stack. Donc stack de AB, lui, crée une matrice 2, 3, comme on vient de le voir ici, tandis que 4 de AB, il crée un vecteur de longueur 6. Ces deux méthodes sont très importantes pour pouvoir préparer des données par lot. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que stack permet de créer une nouvelle dimension, tandis que cat réalise un collage sur une dimension existante. On passe dans Google Colab. On a collé notre code avec les deux tensors et les méthodes stack et cat. Si j'exécute, on a bien ici avec stack nouvelle dimension qui a été rajoutée, et ici avec cat, on a les deux tensors qui ont été concaténés sur une dimension existante. Maintenant, retrouvons le calcul de base d'un neurone. Ici, on a x qui représente un email transformé en nombre. On a également ici W qui représente les poids, c'est des choses qu'on a déjà vues. On a créé nos deux tensors et PyTorch permet de faire des opérations simples comme x plus w, donc x plus w. Chaque valeur va être rajoutée. X moins w, on va soustraire chaque valeur. X multiplié par w, on va faire le produit scalaire, on avait déjà vu cela. Donc dans la multiplication, ça veut dire que la première valeur de x va multiplier le premier poids, la deuxième valeur de x va multiplier le deuxième poids, et ainsi de suite. On a donc x multiplié par w, c'est la multiplication terme à terme. On a également torche.somme ici qui va permettre de totaliser les résultats de la multiplication. On a également, comme on l'avait vu
Dans un neurone simple, le score est souvent score égale dot xw plus biais. Et donc là, on a la possibilité de faire directement le produit scalaire comme on l'avait déjà vu. Et là, on va imprimer tout ça. C'est exactement la logique vue dans nos premiers cours. À retenir, le produit scalaire, c'est la base du calcul d'un neurone. C'est ce qu'on avait déjà vu. On passe sur le Google Colab. Alors, dans notre Google Colab, on a défini le tensor X qui représente le vecteur, l'email, le tensor W qui va représenter les poids, et on va faire des opérations addition, soustraction, multiplication. Dans Scora, on va récupérer la somme de la multiplication des deux vecteurs, ici le produit scalaire. Et donc on devrait avoir score 1 et score 2 qui devraient être identiques. On descend un petit peu plus bas, on exécute la somme des deux tensors. Ici la différence, ici la multiplication, et ici on voit que le produit scalaire des deux tensors est égal à leur multiplication et à la somme des valeurs du résultat obtenu. Voilà. Quand on travaille avec plusieurs exemples, on utilise souvent la multiplication matricielle. Ici, on a par exemple X qui contient deux emails. Ça veut dire qu'on a une matrice de dimension 2, 4. Ici, on a un tensor qui contient les 4 poids. Ici, on a une matrice avec 4 lignes et une colonne, donc 4, 1. Et on va faire la multiplication entre ces deux tensors. Donc ici, on a X qui est une matrice d'exemple, W qui contient les poids, Matmul qui va réaliser la multiplication matricielle. Et donc, on va obtenir quoi? Ici, on a expliqué qu'on a une matrice avec 2 lignes et 4 colonnes, donc une matrice de 4. Ici, on a une matrice avec 4 lignes et une colonne, donc une matrice 4-1. Donc, on va obtenir une matrice de 2 lignes et de 1 colonne. Alors, comment on fait ça? Ben ici, la multiplication va se faire comme suit. C'est-à-dire qu'on va multiplier déjà ce premier vecteur par ses poids, donc le 1 par 0,9, plus le 1 par 0,8, plus le 0 par moins 0,6, plus le 0 par moins 0,5. Donc on va obtenir une valeur. Ensuite, on va prendre la deuxième ligne, donc le 0 par 0,9, le 0 par 0,8, le 1 par moins 0,6 et le 1 par moins 0,5. On va obtenir une autre valeur. Donc on obtient bien deux lignes et une colonne. Et on va donc aller imprimer le résultat, on va aller faire le code. Donc, il faut bien comprendre que ça va nous permettre d'obtenir un score pour chaque email. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bien comprendre que comprendre l'échelle est essentiel pour Matmul. C'est-à-dire que là, on voit que le fait de multiplier cette matrice par celle-là, ça va obligatoirement nous donner une matrice de 1. On est dans notre Google Colab, on colle le code dans une nouvelle cellule et on l'exécute. Et là, on voit bien qu'on obtient une matrice avec deux lignes et une seule colonne. Et le torch size, on a bien le 2,1 pour le résultat de la shape. On obtient bien la forme de la matrice obtenue. Nous arrivons maintenant à une notion très importante pour l'apprentissage. Quand on écrit W égale torche.tensor 0,4, ici on définit un seul poids pour une raison de simplification de notre démonstration, virgule requires grade égale true. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce tensor représente une valeur pour laquelle PyTorch doit suivre les calculs. Pourquoi? Parce qu'on voudra calculer son gradient. Donc, il faut suivre les calculs de
ce point. Ensuite, ce qui est important également à comprendre, c'est que ici, on effectue une prédiction. Prédiction est égale à torche.sigmoïde de x. X, on a défini un tensor qui ne contient qu'une seule valeur, hein, au lieu d'avoir un vecteur qui va représenter un email pour des raisons de simplification. Et y ici représente le label, c'est-à-dire le fait que cet email soit un spam ou pas. Et donc ici, on fait une prédiction en utilisant torche.sigmoïde de x, donc c'est le tensor qui est ici, multiplié par w par le point. Ici, on a également donc quelque chose que l'on avait calculé précédemment, c'est la loss. Puisqu'après avoir fait la prédiction, il faut faire le calcul de la loss. Hein, c'est ça que l'on cherche à diminuer. On prend y, la vraie réponse, on retire la prédiction et on élève au carré. La loss mesure l'erreur entre la vraie réponse et la prédiction. Et ensuite, là, ce qu'on fait, on appelle loss.backward. Cette ligne demande à PyTorch de calculer automatiquement le gradient. Dans les cours précédentes, nous avions calculé un gradient approximatif avec epsilon. Ici, PyTorch le fait automatiquement grâce au suivi des calculs. Hein, on a défini ici le fait que l'on souhaite que ces poids soient suivis grâce à cette propriété. Et rien que cette petite instruction, eh bien, ça va automatiquement calculer le gradient. Ensuite, on a ici, fichier un petit peu plus bas, w.grad. Alors, w.grad, il contient le gradient de la loss par rapport au poids w. Autrement dit, PyTorch nous dit dans quel sens modifier w pour réduire l'erreur. w.grad contient la dérivée de la loss par rapport à w. Dans les cours précédents, nous avions estimé le gradient avec epsilon. On voit que c'était quand même beaucoup plus compliqué, tandis que là, tout est fait automatiquement. Et ici, PyTorch fait ce travail automatiquement. Donc, ce qu'on vient de voir ici, c'est la base de backward dans une vraie boucle d'entraînement. C'est-à-dire que dans une vraie boucle d'entraînement, il y a ce qu'on appelle la rétropropagation. C'est-à-dire que sur la base de l'erreur, cette rétropropagation, on va dire ce calcul des poids à l'envers, hein, c'est-à-dire qu'on part de la loss qui indique que la prédiction est pas bonne, et donc petit à petit on fait un retour en arrière pour recalculer les poids. C'est ça ce qu'on appelle la rétropropagation. On va passer sur notre notebook pour pouvoir faire exécuter ce code. Je suis sur le notebook et je copie-colle le code. J'exécute ce code et ici, on a bien nos différents tensors, W pour les poids, X pour les données d'entrée, Y pour les vraies réponses, la prédiction qui est calculée à ce niveau-là, la loss qui est calculée ici, la rétropropagation qui se fait ici pour pouvoir modifier les poids. On va afficher la loss et on va afficher le gradient. Donc voilà, ici on a la loss que l'on a affichée et ici on a le gradient que l'on a calculé. Tout ça se fait automatiquement avec les tensors et avec PyTorch. Maintenant, préparons des données comme dans notre exemple spam, non spam. On va définir ici un tensor X qui va contenir les emails. Chaque ligne représente un email. On a les emails et chaque colonne représente un mot-clé qui était gagné, gratuit, bonjour et rapport. On définit également Y qui contient les vraies réponses. 1 signifie spam, 0 signifie email normal. Au départ, on peut avoir Y qui a la forme 4, puisque on a uniquement ici un vecteur.
Mais dans beaucoup de modèles, la sortie attendue est une colonne. Donc c'est la raison pour laquelle ici, on va faire un unskies de 1. Ça va nous transformer notre Y en un tensor qui aura pour shape 4, 1, à savoir donc 4 lignes et une seule colonne. On va aller vérifier tout cela, mais d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que cette forme est souvent attendue par les fonctions de Loss pour une sortie binaire, donc c'est vraiment important de retenir la raison pour laquelle on a appliqué une skis ici. Et donc, on retient donc que X est souvent une matrice et Y est souvent une colonne. On va exécuter notre code. Voilà. On a défini notre tensor et on a défini également ici le tensor qui représente les vraies réponses que l'on a converties en un tensor qui a une shape avec 4 lignes et une seule colonne. On exécute, c'est bien le cas, donc X shape c'est bien 4 lignes et 4 colonnes comme on le voit ici. Et maintenant, Y.shape, lui par contre c'est 4 lignes et une colonne. On l'a converti avec le unskies de 1. Maintenant, faisons le lien avec la boucle d'entraînement PyTorch. Première étape, le forward. Le modèle reçoit X et réalise une prédiction. Il produit une prédiction. Ici, on a prédiction égale modèle de X. X est un tensor, prédiction est un tensor. Deuxième étape, la loss. On compare la prédiction au tensor. Loss égale critérion, prédiction, virgule, Y. Ensuite, on va toujours utiliser optimiseur.0grad. Pourquoi on fait ça avant de calculer les nouveaux gradients? Ici, on remet les anciens gradients à 0. Alors pourquoi? Parce que PyTorch accumule les gradients par défaut et donc on nettoie avant un nouveau calcul. Ensuite, on va calculer le loss.backward, la rétropropagation. Ça va permettre de calculer les gradients automatiquement. C'est ce qu'on avait déjà expliqué. Enfin, on a optimiseur.step qui applique la correction sur les poids. L'optimiseur est l'objet qui modifie les poids du modèle à partir des gradients. Alors, il faut bien comprendre que sans compréhension minimale des tenseurs, cette boucle paraît abstraite. C'est pour ça qu'on a d'abord parlé des tensors avant de passer à PyTorch. Pour conclure, ce qu'il faut retenir avant de passer au réseau PyTorch, un tensor, c'est le format de base de PyTorch. Un tensor est le format de base utilisé par PyTorch pour manipuler les données. Pour conclure, un tensor est le format de base de PyTorch. Toujours vérifier la shape, le dtype et les dimensions. Il faut savoir créer, indexer reshape, skis et unskis. Il faut savoir combiner avec stack et cat. Il faut comprendre sum, dot et matmul. Savoir qu'un tensor peut porter des gradients avec requires grad égale through. Être capable de préparer X et Y dans le bon format pour un modèle. Une fois ces bases acquises, le cours sur le réseau PyTorch va devenir beaucoup plus clair. Donc, prochaine étape, refaire notre réseau avec PyTorch maintenant que l'on comprend les tensors.